Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être le maître de cérémonie de ce petit moment avec vous. Je m'appelle Gilda Bonnel, je suis le président d'une ONG qui s'appelle la Fondation pour la Nature et l'Homme. Qu'est-ce que je fais là? En fait, je crois que je suis ici pour animer ce moment où on va évoquer les liens, les récits, la transmission entre le passé, notre présent et le futur. Et dans le monde de l'écologie, l'histoire du lien est essentielle. Le lien avec les générations futures dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est Pierre Rabhi qui disait, c'est pas peut-être le problème de quelle terre on laisse à nos enfants, mais quels enfants nous laissons à cette terre. C'est peut-être pour ça que je suis là, mais aussi parce que je suis historien de formation. Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur le clergé abdicataire pendant la Révolution. Et quand je suis à côté d'un éminent professeur émérite du Collège de France et aujourd'hui académicien, égyptologue, je me dis qu'on va essayer de trouver des ponts. On a un sujet sur ces 2 jours organisés par AEF qui est un groupe de presse professionnel que vous connaissez certainement et qui s'intéresse à la fois à l'économie, au social, mais aussi à la transition écologique, au développement durable. On est ici pour parler de ce qui nous relie au passé et en quoi est-ce que ça peut éclairer l'histoire. Et je vais tout de suite vous présenter nos invités. Je vais commencer par Géraldine Schwartz. Géraldine qui est journaliste, autrice franco-allemande, spécialisée dans l'histoire contemporaine et la mémoire collective. Nicolas Bavret qui est économiste et essayiste, reconnu et connu pour ses chroniques, ses tribunes, ses ouvrages, on va y revenir, et ses analyses sur l'économie et la géopolitique. Et Nicolas Grimal, dont je viens de parler à l'instant, qui est égyptologue de renom, spécialiste de l'histoire de la civilisation de l'Égypte ancienne et secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je suis très ému, moi, d'être avec vous. Alors, on va commencer d'abord, si vous le voulez bien, avec un petit moment avec chacun d'eux, parce que c'est pas évident ce titre. Éclairer le futur en repensant l'histoire, avec la connaissance de l'histoire, c'est pas évident, et je me dis que pour l'équipe d'AEF qui a pensé ce programme, ils ont posé quand même 3 personnalités et 3 histoires qui sont très différentes. Vous êtes chacun dans votre monde, dans votre expérience, et dans votre narration, sur laquelle on va revenir. Donc je vais prendre un petit peu de temps avec chacun d'entre vous pour qu'on ait le temps de déplier un petit peu vos réflexions sur le sujet. Et puis après, on discutera avec les 2 étudiants qui sont là, Margot et Adrien, qui vous poseront des questions, et avec la salle qui, à mon avis, aura envie de réagir. Ça va ? Alors, on va commencer par vous, Géraldine. Vous avez écrit un bouquin, alors je montre, j'aime bien le côté pivot, moi. Voilà, ce livre-là, je ne l'ai pas fini, mais je suis dedans. Les amnésiques. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, Géraldine, pour commencer, juste pour raconter d'où vous venez, et en fait, et comment vous êtes rentrée sur le sujet de l'histoire, ces amnésies, ces non-dits. Vous me racontez ça en 3 minutes pour commencer ? 3-4. C'est difficile en 3 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Moi, je vis à Berlin, je suis franco-allemande et j'ai grandi en France. Et dans mon enfance et mon adolescence, j'allais souvent en Allemagne voir la famille de mon père ou bien dans des camps de vacances ou des écoles d'été. Et très tôt, j'ai eu la sensation d'une liberté en Allemagne que je n'éprouvais pas en France. Et plus tard, lorsque j'étais à l'université et que j'ai travaillé en Allemagne, je me suis rendu compte que l'exercice du pouvoir et de l'autorité en Allemagne était assez différente, plus collégiale, plus encourageant au compromis, au dialogue, au respect de l'autre, et que, somme toute, la démocratie était très ancrée dans les institutions et dans les mentalités. Et c'est plus tard que j'ai fait le lien avec le passé, justement, avec la manière dont les Allemands ont affronté leur passé nazi. Et j'ai voulu écrire un livre, justement, sur comment cette société s'est totalement métamorphosée en
quelques décennies, et comment le travail de mémoire a été mené pour rendre cette métamorphose possible. Or, dans mon histoire personnelle, eh bien, mon histoire personnelle, familiale, illustre très bien cette métamorphose. Et j'ai raconté cette transmission de la mémoire au sein de ma famille allemande, de mon grand-père à mon père jusqu'à moi-même, pour trouver justement la clé de la réussite de ce travail de mémoire qui a permis finalement aux Allemands d'apprendre des leçons du passé. Alors je sais que c'est une tournure qui est très contestée, mais je trouve que l'Allemagne est la preuve vivante qu'on peut apprendre du passé. Mon grand-père était quelqu'un qu'on peut nommer de Mitläufer, quelqu'un qui marchait avec le courant. Il n'était ni SS, ni fonctionnaire d'État. Il n'a pas commis de crimes extraordinaires sous le Troisième Reich. Mais c'est justement ce côté ordinaire qui le rend si intéressant, car représentatif de la grande majorité de l'attitude de la société allemande sous le Troisième Reich. À travers ce grand-père qui, en 1935, va adhérer au parti nazi, plus par conformisme, peut-être par opportunisme que par conviction, puis en 1938 va acheter une entreprise à une famille juive, donc profiter de la détresse des Juifs, est symptomatique de mécanismes sociopsychologiques qui ont mené la société allemande, une grande majorité de la société allemande, à devenir complice d'un régime et d'une idéologie criminelle par indifférence, par opportunisme, par conformisme. Et cette figure me semble absolument essentielle quand on aborde le passé pour éclairer le présent, parce que si on ne peut pas s'identifier à des monstres ou des attitudes comportementales très, très, très cruelles, enfin au bourreau si vous voulez, eh bien on peut tout à fait s'identifier à cette figure du Mitläufer qui a incarné mon grand-père. Et donc à travers cette figure, prendre conscience de nos failles et de nos vulnérabilités, aujourd'hui comme hier. Mais alors, ce qui moi, m'intéresse particulièrement dans votre travail, c'est le sujet du silence, du non-dit, et finalement de ce qui traverse d'une génération à l'autre, comment ça passe, comment le silence passe aussi. Alors, je ne sais pas si dans ma famille, on peut vraiment parler de silence. Vous savez, il n'y avait pas vraiment de tabou autour de cette histoire familiale. Mais c'est peut-être moi-même qui finalement m'intéressais assez peu à mon histoire familiale. Donc on regarde beaucoup de documentaires à la télévision sur le Troisième Reich, on lit des livres et on oublie de parler à des témoins qui sont à votre table tous les jours, vos parents, vos grands-parents. En revanche, entre la génération de mon grand-père et celle de mon père, là il y a eu un véritable silence, un véritable tabou. Dans les années 50, la société allemande avait plongé dans le déni, d'où le titre « Les amnésiques », c'est une référence à cette société allemande des années 50, mais aussi à aujourd'hui, bien sûr, puisque nous traversons une période d'amnésie par rapport à ce passé, en particulier parmi les jeunes générations, mais pas seulement. Et donc la génération de mon père va être celle qui va réclamer que la lumière soit faite sur les crimes nazis, parce qu'on ne combat pas les racines du mal en l'oubliant, mais en le confrontant. Et donc la société allemande s'est vraiment construite, non pas sur l'oubli, mais sur la mémoire, et sur une mémoire négative, c'est-à-dire sur la mémoire des crimes commis. Quelque chose de positif finalement est né de ça, qui est la démocratie allemande, mais pas seulement au niveau institutionnel, c'est ça qui est important, au niveau des mentalités. C'est-à-dire qu'une réflexion collective sur la complicité de la société allemande dans les crimes nazis a permis d'ancrer dans les mentalités un sens de responsabilité individuelle et collective qui est essentiel à la stabilité d'une démocratie. C'est le lien avec ce que vous disiez en préambule sur la notion d'une démocratie plus vivante en Allemagne. C'est ce que vous définissez. Disons que la démocratie est plus considérée comme une co-responsabilité.
Ouais. Chacun est co-responsable dans une démocratie. Et donc, c'est aussi... Alors, ça peut paraître lourd, ce poids de la co-responsabilité, mais en fait, je trouve que c'est assez libérateur, parce que le message est assez positif. C'est que chacun d'entre nous n'est pas impuissant, mais a un choix à faire, donc une responsabilité. Alors, après les amnésiques, c'était il y a une dizaine d'années. Un peu moins. Un peu moins. 2017. D'accord. En France, vous 2017. pinaillez. Vous venez de sortir ce livre qui a en fait été écrit pour l'échange que nous avons aujourd'hui, puisque ça s'appelle « D'où nous venons, ce qui nous unit, ce qui nous divise ». Et là, vous dézoomez sur l'histoire européenne. Comment vous en êtes arrivé là et pourquoi ce travail et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne l'ai pas lu. Vous m'avez dit d'ailleurs quand on a préparé que vous alliez m'envoyer l'introduction pour que je gagne du temps et vous avez oublié de le faire. Mais ça y est, c'est bon, j'ai le bouquin. D'où nous venons alors? L'idée est née dans le sillage de l'autre livre. L'autre livre m'a emmenée sur les routes européennes. J'ai participé à beaucoup de rencontres autour du travail de mémoire, de la démocratie et du populisme. Et j'ai observé, comme beaucoup d'entre nous, que la mémoire du XXe siècle ne suffisait plus à nous fédérer en Europe et avait aussi perdu son pouvoir éducatif. Et donc, ce qui est notamment parmi les jeunes générations, pour lesquelles ce passé du XXe siècle est de plus en plus distant. Et en même temps, je me suis dit que ce désintérêt pour ce récit en fait fondateur de l'Union européenne était peut-être aussi une chance de renouveler le narratif européen. Et que l'Europe n'est pas seulement une mesure préventive contre la répétition des crimes du XXe siècle, c'est bien plus que cela, et que peut-être qu'il s'agit de renouer avec les grandes sources de l'Europe pour y puiser des repères pour nous guider dans le présent, et aussi pour comprendre ce que nous avons en commun en Europe. Donc il ne s'agit pas de donner une définition de l'Europe, de l'identité européenne, puisque c'est impossible, mais quand même de donner quelques clés et de ne pas laisser ce terrain du narratif à d'autres. On a longtemps, en Europe, en France et ailleurs, un peu délaissé ce terrain identitaire de peur de paraître trop simpliste ou de peur de paraître exclusif. Et malheureusement, les citoyens ont besoin d'un récit, qu'on le veuille ou non, un récit autour duquel ils puissent se fédérer. Et on a laissé ce terrain à des récits nationalistes, étriqués, étroits. Et donc je pense qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, tenter de reprendre la main. Et il ne s'agit bien sûr pas d'inventer ou de fabriquer un récit comme les grands récits des États-nations. Plus, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, plus on remonte le temps et plus on se rend compte à quel point le récit de l'État-nation a quelque chose d'artificiel et que aborder le passé à travers le prisme européen est une évidence. Les frontières n'ont cessé de bouger, les peuples de migrer, les cultures de se mélanger, les langues. Les peuples qui ont migré ont apporté avec eux leur savoir-faire, leurs croyances. C'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, que nous avons finalement les grandes ruptures qui ont marqué l'Europe sont le résultat d'une évolution à laquelle ont contribué énormément d'Européens, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Et donc essayer de trouver un récit commun autour de ces sources communes, sans pour autant taire nos différences, c'est-à-dire les évolutions diverses qui sont nées de ces sources communes. Mais on entend beaucoup ce mot, et je vais faire réagir Nicolas Bavray après vous, Géraldine, sur ces nouveaux récits. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un colloque, une conférence, une table ronde en ce moment dans notre beau pays où on parle de ça. C'est-à-dire, et nous, sur la transition écologique, c'est vraiment ça. C'est quel nouveau récit. On est un peu comme des cabris là.
ça ne se décrète pas. Comment vous voyez le truc? Parce que à la fois, le récit de l'Europe, vous l'avez évoqué, c'était la paix. C'était la promesse de la paix. Et aujourd'hui, on se pose d'autres récits, d'autres narratifs poussent ce qui nous différencie et finalement ce qui exclut, ce qui nous positionne par rapport à l'autre, à l'étranger ou que sais-je. Comment on fait? Il faut déjà commencer par l'école. Si vous voulez, l'idée, c'est pas d'imposer un récit, c'est d'essayer de changer de regard et de s'affranchir du prisme national. Donc à commencer par l'éducation, mais aussi les commémorations, les musées, les médias, la fiction. J'écoute beaucoup France Culture dans ma cuisine à Berlin. On parle quand même beaucoup d'histoire française. Sauf qu'il y a un moment donné, plus on remonte dans le temps, plus ça devient totalement anachronique. Et c'est encore plus le cas pour la plupart des pays en Europe. Voilà. Donc il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit juste de révéler ce qui nous unit en déroulant le tapis de l'histoire. Après, à chacun de trouver sa propre définition d'une identité européenne. Je comprends. Et comme nous sommes enregistrés, je salue nos amis de France Culture qui vous auront écouté. Merci Géraldine, je reviendrai à vous tout à l'heure. Nicolas Bavray, vous êtes donc essayiste, avocat, journaliste. Comment vous attrapez ce sujet à l'aune de ce que vous évoquez comme la crise existentielle que connaît notre société aujourd'hui? En préparant cet échange, vous m'avez parlé du point de bascule. On va revenir sur ces notions-là, mais comment est-ce que vous attrapez cette notion d'éclairage du passé, guide ou non des décisions politiques nécessaires à vos yeux? Et on reviendra sur le narratif, parce que on l'a évoqué ensemble, mais je vous reposerai la question derrière. Alors effectivement, avant d'en revenir au narratif, qui n'est pas une notion à laquelle je crois beaucoup, moi, mon point de départ, c'est l'histoire. Une histoire qui n'est pas linéaire, mais qui stagne et qui accélère. Et dans ces moments d'accélération de l'histoire, il y a trois moteurs, qui sont trois moteurs compliqués, violents, les crises, les guerres et les révolutions. Et en fait, l'histoire bascule, c'est ce que disait Solzhenitsyn autour de nœuds, quand les différentes crises commencent à interagir entre elles. Et c'est vrai que beaucoup de générations, toutes les générations ont l'impression de vivre des moments uniques. Et généralement, c'est faux. Et de temps en temps, c'est vrai. Ça a été vrai en 14, ça a été vrai en 17, ça a été vrai en 39, 45, et ça a été vrai en 1989. Et la grande erreur que nous avons commise, c'est justement d'avoir oublié l'histoire et d'avoir cru que l'effondrement de l'Union soviétique réglait le problème et qu'il y a eu cette illusion de l'avènement de la démocratie de marché pour l'éternité. Et c'est de là que c'est autour de cette erreur intellectuelle et politique que le monde du XXIe siècle a basculé. Donc on a cru qu'on était entré avec l'histoire universelle dans le monde de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, Locke, le triomphe de la société civile au plan mondial, Kant, la paix perpétuelle, Ricardo, libre-échange, Tocqueville, la société démocratique. Et en fait, on est dans le monde de Hobbes, du Léviathan, de Marx, la guerre des classes, des âges, Liszt, le protectionnisme, Nietzsche, les surhommes, et Max Weber, la guerre inexpiable des dieux, c'est-à-dire des systèmes de valeurs. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, alors qu'on a basculé dans ce qui est aujourd'hui la réalité, c'est-à-dire un âge des empires où la force prime le droit et où la violence se libère de tous les cadres qu'on avait essayé de lui imposer. Donc c'est un monde machiavélien, et j'ai trouvé une citation de Machiavel qui, je crois, correspond bien à notre débat. Machiavel disait la chose suivante: pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. Et pour moi, ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le monde le plus proche du nôtre et celui qui éclaire le nôtre, c'est le monde des années 30. Et on est dans un système très différent, l'âge de l'histoire universelle, le capitalisme également, mais ce qui me paraît intéressant de regarder pour essayer d'en tirer les leçons, c'est les structures communes.
J'en vois 3. 2 grands cracks du capitalisme, 29 évidemment. Donc une bulle sur les marchés d'actions américains, elle est très mal gérée. La Fed augmente les taux, 5000 faillites de banques aux États-Unis. Les États-Unis rapatrient leurs avoirs. Ils font une grande loi protectionniste en 1930 et ils effondrent les échanges et les paiements mondiaux. Et ils créent ce problème boursier américain devient une déflation mondiale. En 2008, on a été plus intelligent parce que, au départ, les gens qui ont géré ça, Bernanke avait fait sa thèse sur les années 30. Et donc, au départ, on a évité la déflation. Ça a coûté très cher, 5 000 milliards de dollars pour sauver les banques. Et c'était un bon investissement à mon sens. Mais depuis, on a complètement perdu le fil. C'est-à-dire que derrière, on a quand même très gravement déstabilisé les classes moyennes. Et puis surtout, avec Trump, on est de retour dans le protectionnisme. Et Trump va détruire les échanges et les paiements mondiaux comme dans les années 30. La deuxième chose qui frappe, ça a été dit, c'est évidemment la crise de la démocratie. Donc, les taux avec les périls extérieurs qu'on ne veut pas voir et qu'on ne comprend pas, et puis la déstabilisation des classes moyennes, donc le totalitarisme dans les années 30 et le populisme aujourd'hui, avec le retour aussi de l'antisémitisme et de tout ce qui va avec, et surtout une bascule très dangereuse qui est que cette fois-ci, les États-Unis, avec Trump, basculent dans l'illibéralisme, c'est-à-dire que ça n'est plus la réassurance ultime du monde libre. Et la troisième structure commune, c'est les paix manqués. Donc, au XXe siècle, on a 2 paix manquées, 1918 et 1989. Je cherchais ce que voulait dire le mot paix manqué, mais qui me manquait, mais j'ai compris. Une paix réussie, oui, qui est 45, parce qu'en 45, les dirigeants se sont donné la peine d'essayer de reconstruire un monde qui soit plus stable dans la durée. Ils l'ont fait sur le capitalisme et sur le système mondial. Ça a quand même assez bien marché, puisque ça a permis à la fois de reconstruire beaucoup de pays et puis de résister à la pression soviétique qui a quand même été très, très importante. Et finalement, aujourd'hui, c'est là où il y a une comparaison aussi avec les années 30, c'est qu'on est dans un moment de décomposition complète de l'ordre mondial et du système international, du système multilatéral. Donc c'est là où je crois que l'utilité, c'est que c'est désagréable, mais c'est la réalité, et il faut en tirer les quelques leçons que, j'insiste, entre 1945 et le début du XXIe siècle, les dirigeants avaient tout à fait présent la catastrophe des années 30 et puis ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été malheureusement oublié à partir des années 1990. Donc les leçons, c'est que premièrement, la démocratie est mortelle et qu'elle est très fragile. On parlait tout à l'heure des années 30 en Allemagne. C'est la même chose avec les États-Unis aujourd'hui. C'est frappant de voir comment, en quelques semaines, en quelques mois, dans des pays où on a l'impression que l'état de droit peut résister à tout, à quel point la bascule va vite, à quel point on rentre dans une mécanique de mensonge et de peur. La deuxième chose, c'est que la guerre commerciale et monétaire, c'est quelque chose de totalement destructeur et de suicidaire. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir donner vie à la promesse démocratique. Et enfin, le dernier élément qui est très important, qui a fonctionné face à l'Union soviétique et qui n'avait pas fonctionné face à l'Allemagne nazie, c'est que dans ces périodes-là, il faut avoir une unité des démocraties. C'est absolument fondamental. Alors, je vous entends, ce que j'entends, c'est une description assez systémique, en fait. Et je voudrais vous faire réagir sur, puisque ces 2 jours organisés par AEF, c'est autour de la relation et nous du lien. Comment est-ce que vous attrapez, vous, le sujet de cette relation, donc de ces narratifs, de ce lien, de la confiance, de tout ce qui est en train de s'effilocher? Là, on a eu dans notre conversation un échange sur Milei en Argentine, et qui est populiste, qui ne l'est pas, etc. Comment est-ce que vous attrapez, vous, dans votre analyse, le poids des liens, en fait, des liens entre les structures, entre les citoyens?
vous avez raison de dire que c'est une lecture systémique, mais d'une certaine manière... Ça l'embarque, bien sûr. Mais surtout, je vous ai dit la même chose que Géraldine Schwartz, à ma manière. C'est-à-dire que si vous reprenez son histoire des 3 générations, celle qui a connu les années 30, qui a fait partie de la catastrophe... alors, la catastrophe française est aussi une débâcle énorme avec juin 40 et Vichy. C'est une débâcle qui est tout aussi traumatisante, mais qui est effectivement différente, symétrique, mais c'est aussi une déroute. Donc, il y a eu la génération qui a fait le silence et qui a voulu reconstruire, alors avec côté français, le mythe gaulien selon lequel la France faisait partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été un mythe positif. Ensuite, il y a une génération qui a gardé ça présente à l'esprit, et aujourd'hui, on a effectivement aussi chez nous, je vous ai décrit l'amnésie d'une certaine manière des nations libres. Donc moi, je ne crois pas au narratif, parce que le narratif, je trouve que c'est un peu des gimmicks de communication. Et donc pour moi, le narratif, pour le coup, le narratif, il est vraiment du côté des populistes. Parce que c'est la manière de transformer une illusion, la démagogie, le mensonge, et de berner le citoyen. Regardez, Trump, c'est un génie politique à sa manière. Comment est-ce que vous pouvez faire l'alliance de lumpenprolétariat et des milliardaires de la Silicon Valley? Eh bien, vous faites cette alliance avec du narratif. Moi, je crois au projet politique, et contrairement à ce qui est dit, je crois aux nations. Parce que je ne crois pas du tout qu'on puisse faire ce genre de... Parce que c'est les nations, avec effectivement leur longue histoire, hein. Je n'ai pas du tout l'idée qu'elles sont immobiles pour l'éternité. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui se créent. Mais en tout cas, c'est là-dessus et sur cet ancrage qu'on peut construire l'attachement des citoyens à la liberté. C'est d'ailleurs dans le cadre des nations qu'on a inventé et qu'on a développé le capitalisme, l'économie de marché, la démocratie et les États-providence. Donc pour moi, et il y a en revanche des cycles et il y a des principes au cœur de ces cycles. Donc pour moi, la caractéristique de notre période, c'est que, ce qui est très compliqué, on a 5 cycles qui sont en train de s'achever. Le premier, c'est le cycle de domination de l'Occident sur l'histoire du monde. Ça a commencé au XVIe siècle et ça s'est terminé au moment où on prétendait que l'histoire universelle était effectivement celle de l'Occident. Et c'est terminé parce que d'abord, on a le Sud, on a des États qui contestent très violemment, et puis l'Occident lui-même a éclaté avec Trump. Donc aujourd'hui, il y a au moins 2 Occidents. Quand on regarde les États-Unis et l'Europe, ça n'a plus rien à voir, et l'Europe est divisée. La deuxième fin de cycle, c'est la mondialisation, qui a donc éclaté avec le krach, la Covid, et puis ensuite la guerre d'Ukraine. Et donc c'est un système qui est multilatéral. Et les limites planétaires et qui est très volatile et qui est très dangereux et belligène parce qu'il n'y a plus de réassurance par une superpuissance et il n'y a plus de valeurs communes. Troisième fin de cycle qui est quand même impressionnante, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est Tocqueville, et donc c'était la seule nation qui s'était inventée et qui s'était développée autour de la démocratie, de l'état de droit. Ça, avec Trump, c'est terminé. C'est une vraie démocratie libérale, les gens ont peur, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de Cour suprême, il y a le contrôle de l'université, de la science et des médias. Et il y a surtout, ce qu'on vient de voir dans le week-end encore une nouvelle fois, un alignement complet sur les empires autoritaires avec la reprise mot pour mot du plan de Poutine sur l'Ukraine, qui n'est évidemment pas un plan de paix, mais un plan d'annexion. L'Europe, ça a été dit, il y avait 3 principes pour l'Europe. La paix est fondée sur le commerce et le droit. C'est évidemment fini avec Xi, Poutine, Trump, les Iraniens ou Erdogan. Le grand marché, le pouvoir économique donne de l'influence géopolitique et on peut réguler par les normes. Donc l'Europe peut ne pas produire, ne pas innover, mais faire les normes pour le monde, pour le numérique ou pour le climatique. Ça, c'est terminé. Et puis, il y avait la souveraineté, l'idée qu'on peut la découper et que grosso modo, on peut passer le soft power à Bruxelles et garder le hard power dans les États-nations. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où il faut que les deux soient liés. C'est ce qu'on a vu dans la négociation commerciale. Et dernier cycle, c'est la France avec
la décroissance à crédit depuis les années 1980. Donc aujourd'hui, on a complètement euthanasié la production et l'innovation. On vivait d'une consommation financée par la dette publique et ça, c'est terminé. Donc, et voilà pourquoi, vous voyez que derrière en creux, on voit bien la fin. Ce qui est compliqué, c'est de voir les... et ensuite, il n'y a pas de fatalité. Je vous interromps parce qu'il va me rester 30 secondes sur le sursaut. Parce que vous avez écrit il y a 20 ans « La France qui tombe ». On vous a, moi-même, en discutant avec vous, considéré comme décliniste. Vous m'avez répondu, écoutez, vous décidez de votre mot. Le sursaut que vous venez de publier l'année dernière, en octobre dernier, le sursaut, est-ce que, et là je vous laisse que 1 minute, Nicolas, est-ce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu optimistes dans ce titre, ou est-ce que c'est on continue de dégringoler, vous avez vu, point 1, point 2, point 3, point 4, juste parce que là on est samedi et que tout à l'heure, quand je vais dîner avec mes copains, je voudrais avoir quelques motifs d'espérer, justement. Oui. D'abord, excusez, il n'y a pas de fatalité. Donc, l'idée qu'on finit toujours par toucher le fond et qu'on remonte, on ne remonte pas forcément. On peut aussi aller plus bas. Je vous donnerai 2 exemples, justement, sur l'histoire. Dans les années 30, l'Argentine et la Tchécoslovaquie font partie des 10 premières puissances économiques du monde. Pour des raisons très différentes, ils en sont sortis et ils ne sont pas prêts d'y revenir. Mais là où je voudrais vous donner et vous montrer que l'histoire n'est jamais jouée et qu'elle peut aussi être positive, quelques exemples justement historiques sur l'Europe et la France, mais ça va aller très vite. Donc, Moyen-Âge, l'Europe est complètement déclassée par rapport au monde chinois et au monde arabo-musulman. Et c'est pourtant l'Europe qui va inventer l'État moderne, le capitalisme et la démocratie, avec un mélange très bizarre de civilisation commune et puis de compétition entre les États. 2e exemple, le traité de Westphalie. Les guerres de religion, la guerre de 30 ans, qui est une des pires qui ait jamais sévi sur le continent. Et pourtant, en 1648, non seulement on arrive à s'entendre, mais on s'entend autour du principe que désormais la politique prime la religion. 3e exemple, le Congrès de Vienne. Les guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est un vrai carnage, et on en sort avec plus d'un demi-siècle de paix, et puis bien sûr 45. Donc ça vous montre qu'à chaque fois, on a eu des grandes catastrophes historiques, et que derrière, si les hommes sont capables de réinventer un peu les modèles, on peut aussi en sortir de manière positive. Prenons maintenant la France. Le début des mémoires du général de Gaulle, il le dit, c'est un pays qui a des hauts et des bas vertigineux. Donc, regardez, la France s'est redéveloppée après la défaite épouvantable de 1870. Elle s'est reconstruite après 1918. Elle a inventé les 30 Glorieuses après 1945. Et en 1958, quand de Gaulle arrive au pouvoir, il dit c'est le miracle ou la faillite. Et ça a été le miracle, puisqu'en 3 ans, on a refait une constitution, une politique extérieure, une politique de défense, et qu'on débouche sur la plus belle décennie de croissance de toute l'histoire économique de la France. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, mais pour répondre à ce qui a été dit, si vous regardez aussi aujourd'hui en Europe du Nord ou en Europe du Sud, où il y a beaucoup de pays qui vont mieux, ça s'est fait dans le cadre national avec la réinvention des modèles. Et je finirai, mais pour de bon, dans la continuité de ce qui a été dit par Géraldine Schwartz, je finirai avec les années 30 justement, et avec un exemple que je trouve incroyable, c'est Husserl, qui est donc l'inventeur de la phénoménologie. Il était donc professeur à Fribourg, il a été exclu, radié de l'université et interdit d'enseignement par les nazis, et il a pu sortir une fois avant sa mort. Il est allé à Vienne en 1935 et il a fait une conférence sur la crise de l'humanité européenne et la philosophie. Et voilà comment conclut Husserl en 1935. La crise de l'existence européenne n'a que 2 issues, soit la décadence de l'Europe, devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, la chute dans l'hostilité à l'esprit et dans la barbarie, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie, grâce à un héroïsme de la raison. Le plus grand danger pour l'Europe, c'est la lassitude. Je crois qu'il a tout dit. Le plus grand danger, non seulement pour l'Europe, mais pour les démocraties aujourd'hui, c'est la lassitude.
Et la piste de la Renaissance, c'est l'héroïsme de la raison. Merci Nicolas. Finalement, vous utilisez très bien vos 6 secondes, parce que c'est joliment dit. Alors, vous imaginez, moi je prépare au téléphone avec madame et messieurs, et je me dis, alors après eux deux, parce qu'on est quand même dans le lourd quand même de notre histoire européenne et d'une vision de la montée des populistes, les besoins on reviendra sur les narratifs, parce que j'aimerais bien, Géraldine, que vous puissiez réagir dessus. Finalement, est-ce qu'un contre-narratif est possible? On va y revenir. Moi, je me dis super. Je suis un historien de formation. Gamin, je dis à Nicolas Grimal, je suis très ému de l'avoir au téléphone, que moi, je voulais être archéologue, égyptologue. Moi, mais c'est les cigares du pharaon, quoi. Je vais parler à un grand monsieur de la science, etc. Et qu'est-ce que vous pensez, Nicolas Grimal, lui dis-je, sur cette question du lien entre le passé, le futur, la connaissance, etc. Et ce professeur émérite me répond « Oh là là, ça commençait bien ». Et en fait, il me laisse comprendre, en préparant cet échange, qu'il n'a pas du tout l'intention de me raconter les belles histoires dont j'espérais une respiration, me raconter Néfertiti ou qui sais-je. Alors prenez votre micro, professeur. Parlons-en. Mais du coup, le sujet au début de notre conversation, ça a été de dire quelle drôle d'idée. Les hommes répètent inlassablement les mêmes bêtises depuis des millénaires. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce sujet-là. Vous avez réfléchi depuis. Non. Je ne vous trahis pas. Comme chacun sait, et ça nous permet d'avoir bonne conscience les uns les autres, l'histoire ne se répète jamais. Mais qu'est-ce qu'elle peut bégayer ? C'est épouvantable. Alors, en vous écoutant, chère Géraldine, à l'instant, je repensais, puisque moi je suis un amoureux de l'Allemagne, entendons-nous, de l'Allemagne d'aujourd'hui, et je pensais à la Gedächtniskirche, qui est un acte de courage. Si vous demandez à un Français de lui parler de la gare de Waterloo, la réponse sera « mais quelle drôle d'idée de donner le nom d'une gare à une défaite », oubliant un peu que, bon... la pensée allemande, entre volonté de repentance et acceptation de l'erreur, a gardé les monuments. Vous avez à Berlin, vous avez cette église extraordinaire qui est au milieu, qui est prise maintenant dans une sorte d'écrin extrêmement moderne. Vous avez aussi le musée de la Shoah, enfin vous avez toutes sortes d'éléments qui sont là pour rappeler aux Berlinois et aux visiteurs, si besoin était, qu'il faut se flageller tous les matins. Alors, vous avez un micro, Géraldine. Oui, elle a été bombardée. Donc c'est le rappel aussi que les Allemands ont été aussi victimes des bombardements. Oui, mais pas seulement qu'ils ont été des bourreaux. Enfin, non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait se flageller. J'ai pas dit qu'il fallait que les Allemands se flagellent de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais c'est que les malheurs de l'humanité, les grandes destructions de l'humanité, restent quelque chose dont on ne veut pas. Et l'idée, c'est qu'en montrant l'exemple tous les matins, tous les jours, que les gens le voient tout le temps, ça ne se reproduira pas. Eh bien, c'est faux. Quand on voit aujourd'hui la montée de l'extrême droite en Allemagne, ça prouve que ça ne marche pas. L'histoire n'est pas le pansement qui va guérir tous les bobos de la société. Ce n'est pas possible. Et c'est un historien qui vous parle. L'histoire, vous l'avez dit tous les deux à votre manière, dépend de l'instrumentation qu'on en fait. Je peux vous raconter l'histoire de l'humanité de façon telle que vous sortirez en pleurant ou que vous sortirez en riant. Et d'ailleurs, vos propos sont très enthousiasmants par un bel après-midi sombre comme ça. Déjà, on n'a pas trop le moral, mais alors là, quand on vous a écouté pendant une demi-heure, on n'a plus le moral. Pour ça, je compte sur vous, professeur. Alors, moi, je suis là pour apporter un peu de soleil, oui. Vous avez eu le malheur de parler de Néfertiti. Eh bien, c'est sorti comme ça, je ne l'avais pas préparé. Mais oui, mais moi aussi, je la sens comme ça. Je vais vous la raconter, la petite histoire que vous... Ah, enfin. Enfin. Je ne veux pas dire qu'on va oublier le reste. Laissons Tocqueville où il est pour un instant. En octobre 1912, c'est-à-dire à une époque où en Égypte, on est juste après la signature de l'entente cordiale et Allemands et Français se bouffent le nez pour savoir qui va avoir la main à la fois sur les possibilités économiques et sur le passé prestigieux de l'Égypte, qui est une des grandes références
historique, hein, c'est un des symboles. Eh bien, les Français conservent la direction des Antiquités de l'Égypte, c'est Gustave Lefebvre à cette époque-là qui fait ça. Et les Allemands, je ne veux pas dire en crève, mais un peu quand même, et arrivent à arracher Ludwig Borchardt, qui était suffisamment dans les petits papiers de tout le monde. Moi, je n'ai pas compris ce mot. Arrive à arracher ? Arrive à arracher la concession d'un site paumé en Moyenne-Égypte, une plaine déserte où on ne voit rien, c'est la plaine d'Amarna. Or, la plaine d'Amarna est intéressante parce que c'est là où le roi Akhenaton, Amenophis IV Akhenaton, a implanté sa capitale. Or, ce roi est l'auteur d'une révolution politico-religieuse qui consistait à mettre à la place du dieu Amon, qui était alors le dieu le plus important, un dieu plus simple, le soleil. C'est-à-dire le soleil, c'est Aton, c'est le disque solaire, pas aujourd'hui, mais normalement vous le voyez dans le ciel. C'était une sorte de religion de l'immédiateté qui avait l'avantage de permettre un programme social et politique qui était aussi de l'immédiateté. Aujourd'hui, vous avez vu, on en parle beaucoup à propos des élections municipales qui vont se passer. La société civile commence à se dire, pourrait peut-être faire l'économie des politiques qui nous servent à rien, qui nous promettent des choses. Mais Akhenaton, ça a été ressenti un peu comme ça par les Égyptiens. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait un contact direct entre l'humain et le divin. Alors ça avait des conséquences économiques, etc., tout ce que vous voulez, mais il est allé s'installer loin de Thèbes où il était normalement. Puis ça a duré le temps de son règne, ça s'est mal terminé, il a été une fin de dynastie, le site a été abandonné, pillé et laissé au sable, comme ça, au sable et au vent pendant des siècles. Jusqu'à ce que Ludwig Borchardt, justement, prenne la suite de premier relevé qui avait été fait au 19e, il n'était pas le premier. Il est allé en se disant, mais là, il y a quelque chose, il y a un trou de l'histoire. Donc on va essayer de voir si l'archéologie nous donne de quoi combler ce trou de l'histoire. Donc il y est allé et ils ont commencé à fouiller. En 1912, les choses se gâtaient très sérieusement internationalement. La France et l'Allemagne commençaient à être très, très, très hostiles. Et ce 6 octobre, ils trouvent, par hasard, en fouillant un atelier de sculpteurs, une tête extraordinaire qui est la tête de Néfertiti, qui est aujourd'hui à Berlin, qui est magnifique. Elle est tellement belle que pendant des années, jusqu'au début des années 2000, les gens considéraient que c'était un faux. Mais il se trouve que le prince de Saxe était par là, c'était un grand collectionneur, il était là, il fout de photos, et il a fait des photos. Donc on avait quand même la preuve que ça sortait du sol. Cette tête était tellement belle qu'à cette époque-là, on faisait le partage. Eh bien, Borchardt, qui devait présenter aux autorités égyptiennes, donc françaises, les pièces qu'il comptait envoyer à Berlin, n'a pas mis dans la liste cette tête. On l'a grossièrement plâtrée et elle est sortie comme échantillon pour analyse avec le reste. Ah là là, les Égyptiens ne l'ont jamais pardonné. Encore aujourd'hui, il réclame à corps et à cri. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là où je voulais en venir, pour éclairer mon propos sur l'histoire. La tête part à Berlin. C'était pas le meilleur moment, il y a eu la guerre. Bon, James, qui était James Simon, qui était un grand industriel qui avait fait fortune dans le coton et qui était un grand personnage de la communauté israélite de Berlin, c'est aussi bon à savoir, avait financé les fouilles. Et quand la tête lui arrive, à lui, puisque c'est lui qui avait payé, il la met au musée. Mais le musée ne l'expose pas, c'était la guerre, on protège la tête, et elle n'apparaît qu'en 1920, après la fin des hostilités. Et là, elle est exposée au public dans le Neues Museum, elle est exposée en 24. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Crie dans le monde entier, mais qu'est-ce que c'est que ce chef-d'œuvre? D'où vient-il, etc. Fureur absolument totale des Égyptiens qui réclament le retour. Et là, en 26, une voix s'élève, Hitler. Et le jeune chancelier Hitler décide que non seulement il ne rendra pas cette statue, mais qu'elle est le symbole de la renaissance du Reich. Et il l'admire profondément. Je peux vous dire qu'elle n'a rien d'arien, hein, absolument pas. Il l'admire au point qu'il décide de lui consacrer un musée.
Alors là, tout le monde est un peu estomaqué. Puis, les choses vont aller se gâtant. Il y aura la Seconde Guerre mondiale. Et là, la tête de Néfertiti, hop, disparaît. Et puis, elle chemine dans les profondeurs des musées. Elle termine dans une mine de sel, d'ailleurs. Et elle ressort à la fin des hostilités. Et elle est mise dans le musée de Dahlem, qui est dans le secteur allemand de Berlin à ce moment-là. Et donc, elle passe à l'ouest, si je puis dire. Elle est exposée, et là, à nouveau, tollé invraisemblable. Les Allemands de l'Est la réclament comme symbole de leur identité nationale. Ceux de l'Ouest font de même. Donc voilà notre pauvre Néfertiti, si le malheureux sculpteur Toutmoses avait su ça. Elle est prise entre deux feux, et elle est devenue un symbole extraordinaire. Mais l'histoire n'est pas finie. On se dirige vers la réunification. C'est-à-dire que avant la réunification, on décide, et ça je sais parce qu'à cette époque-là, j'ai un peu participé à la décision avec mes collègues allemands, on décide de la mettre avec tous les objets de la même époque à Charlottenburg. Ça faisait un musée dédié à Amarna, ça calmait un peu les ardeurs des uns et des autres. Et puis le mur tombe. Et le projet de réhabilitation de Bode Insel se fait, et donc elle se retrouve au Neues Museum, dans le Bode Insel, où elle est toujours actuellement. C'est un des chefs-d'œuvre. Mais nous sommes en 90 aux élections qui suivent la chute du mur et la réunification de Berlin. Et là, ce sont les Verts, Die Grünen, qui récupèrent la tête de Néfertiti avec le slogan « Il faut des femmes fortes pour Berlin ». Alors, voilà. Bon, j'arrête là ma petite histoire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Parce que quand on a discuté tous les deux, il me dit, si vous, avec un air de barbon, on dit, oh, si vous croyez que je vais commencer à raconter des histoires qui n'intéressent plus personne, j'adore, merci de ce cadeau. Alors, du coup, il me reste plus que 3-4 minutes pour parler d'un sujet qui est critique, mais vraiment, moi, ça m'a fait mon après-midi. Mais enfin, quand même, vous reconnaissez que si l'histoire sert à ça, génial, dans l'appropriation du présent et du futur, c'est pas tout à fait inutile. Alors, laissez-moi avoir l'air de tenir encore un petit peu ce conducteur. Oui, je sais, mais je voudrais avoir le temps de faire des je voudrais suivre mes questions. Vous avez beaucoup évoqué le sujet de l'utilité. Et ça m'a beaucoup frappé dans notre conversation en disant mais quelle est finalement l'utilité de l'historien et l'utilité de l'histoire, l'utilité de la science. J'aimerais bien que vous développiez un peu cette question que vous vous posez, semble-t-il, beaucoup. Je vous laisse y aller. Oui, je risque d'être moins amusant. Oui, mais de temps en temps, c'est important. Il faut avoir l'air sérieux de temps en temps un peu. La question est celle de la connaissance que nous pouvons avoir de qui nous sommes d'où nous venons. Il est très difficile de construire une histoire pour le présent et pour le futur qui soit édifiée sur une table rase. Tout à l'heure, vous aviez évoqué l'oubli. Les Égyptiens connaissaient très bien la damnatio memoriae, justement, ces Amarniens dont je vous parlais à l'instant, ont disparu de l'histoire, on les a gommés. À partir du moment où ils n'existaient plus, ils n'existaient plus. Et ce n'est pas une solution, comme vous l'avez très bien dit. On est très loin même que ce soit une solution, car c'est sur ce qu'on a effacé, sur ce qu'on n'a plus voulu montrer, que se construisent les pires totalitarismes, on le voit actuellement, bien évidemment. Donc, il est indispensable d'avoir une connaissance de l'histoire, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on la veuille, qu'on ne la veuille pas, qui permette aux acteurs de l'histoire de se définir, et on se définit généralement par rapport à son patrimoine, à ce qu'on est, à ce qu'on a été, à sa famille. Vous-même, vous avez fait une démarche éminemment patrimoniale qui vous permet de vous situer dans une chaîne. Et cela, vous savez, on dit aux petits-enfants, vous ne pouvez pas construire un mur s'il n'y a pas une assise à la base. C'est la même chose. On ne peut pas construire une société avec des zombies qui passeraient comme ça et qui n'auraient absolument aucune idée de qui ils sont. Il y a quelques années, une ministre de l'Éducation nationale, qui elle-même avait peu pratiqué l'école avant, avait décidé d'envoyer à marche forcée tous ces affreux des banlieues qui nous font peur vers la nationalité et la citoyenneté française. À cette époque-là, moi je travaillais à Aubervilliers dans un lycée où il y avait 72 nations différentes et quelques Français. Et donc, nous avions, j'étais pas prof, mais j'intervenais comme un intervenant extérieur.
Et nous avions en quelque sorte la mission de dire à tous les jeunes qui étaient là, qui étaient des jeunes adultes, hein, c'était pas des petits, c'était des grands, ben voilà, vous n'existez pas et vous devez, à marche forcée, vous mettre dans un moule. Évidemment, ça ne fonctionnait pas. Alors nous avons eu à ce moment-là, je travaillais avec le théâtre de la commune, une équipe pédagogique étonnante, puis j'avais attiré tous mes collègues et copains du Collège de France, Wollens, Nolens, ils venaient et ils intervenaient. On a fait un colloque justement sur les origines. Et ce colloque était construit comme un colloque scientifique, chacun d'entre nous racontait son histoire, et il était entrecoupé de scénettes jouées par les acteurs de la commune qu'ils avaient monté avec les élèves, qui chacun apportait un des mythes ou histoires qu'ils avaient recueillis dans leur famille. C'est-à-dire qu'on était à une transmission génération 2, 3 à peu près. C'était le grand-père qu'on avait interviewé, etc. Le succès a été immédiat. C'est-à-dire que tout le monde en est sorti comblé avec un sentiment de fraternité que nous n'aurions pas su obtenir autrement. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de faire revenir le soleil dans cette salle après le semi-défaitisme que nous avons subi, mais il faut résolument construire en utilisant les matériaux que nous offre le passé, en essayant de tirer ce qu'ils ont de meilleur en eux. Alors, non pas pour éviter de refaire les mêmes erreurs. L'humanité fera toujours les mêmes erreurs. Ça, n'importe quel philosophe vous le démontrera en 2 coups de cuillère à peau. Mais pour essayer d'éviter. Et j'en viens à l'Europe. Comment voulez-vous qu'il y ait une pensée européenne avec 27 individualités différentes et d'intérêts contradictoires? L'Europe, quand vous demandez à un non-européen, il se trouve que je vis beaucoup en Argentine, donc Milei, c'est ma croix actuellement. Et donc, quand vous demandez à un non-européen, qu'est-ce que ça a fait l'unité de l'Europe? La réponse est toujours la même, 70 ans de paix. C'est ça qui sort. Le reste, c'est une catastrophe, je suis d'accord avec vous. Et on le voit actuellement avec la nécessité dans laquelle se trouve l'Europe de s'armer. Et de s'armer dans des systèmes qui ne sont pas compatibles pour l'armement. Mais si demain, comme l'avait très bien vu Wells, si demain les Martiens débarquaient sur Terre, l'humanité serait unie. Parce qu'elle devrait jouer sa peau contre quelque chose de plus fort qu'elle. En fait, l'historien que je suis, au fil des siècles, et moi je remonte sur plusieurs millénaires, a un peu l'impression que l'humanité est quand même ancrée dans un égoïsme assez fort. En temps en temps, il y a des grandes gueules comme Trump ou autres qui disent on va faire ça, on va forcer, on va ceci, on va cela. Généralement, ils vont à la catastrophe, on le sait, mais ça recommencera. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très joyeux quand vous faites ça. On ne peut pas, toutes les tentatives que j'ai connues, que j'ai vues, que j'ai étudiées, d'utiliser l'histoire pour faire des règles destinées à permettre aux gens de fonctionner sans erreur, n'ont jamais fonctionné. Je suis désolé, je suis historien, donc je peux le dire. Merci beaucoup, professeur Grimal. Nicolas. C'est Aaron qui disait à la suite, les hommes font leur histoire même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Mais oui, bien sûr. Alors, je voudrais redonner la parole à Géraldine. Merci infiniment, Monsieur Grimal. Parce que je vous ai vu bouger là, tout à l'heure quand Nicolas Bavret intervenait. Vous voulez revenir sur ce sujet? En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. C'est la réponse, parce que je vous ai eu à la suite l'un de l'autre avec des tonalités, des approches assez différentes. Vous, Géraldine, défendiez la nécessité d'avoir un narratif puissant pour contrer des narratifs en cours aujourd'hui dans les médias, dans la société, dans l'éducation, que sais-je. Et je viens d'entendre comme vous, Nicolas, mettre ça de côté en disant finalement, comment est-ce que vous réagissez l'un et l'autre sur ce sujet, moi qui m'intéresse parce que j'en entends parler beaucoup. Alors, j'aimerais réagir à plusieurs choses qui ont été dites, passionnantes. Alors sur la nécessité de l'histoire et le fait que l'histoire ne se répète jamais, enfin sur des choses. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on me le prouve, que l'histoire ne se répète jamais, on verra. Voilà. Alors, bien sûr, non, c'est pas... Voilà, mais ce sont les mêmes bêtises parce que l'être humain ne change pas. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur cette clé de la réussite, et ça je vais revenir aussi dessus, du travail de mémoire en Allemagne. Richard von Weizsäcker, le président de la RFA, donc, quand je parle de l'Allemagne, je parle beaucoup de l'Allemagne de l'Ouest.
Il n'y en a plus qu'une. Hein. Voilà, mais disons que le travail de mémoire, il a été initié à l'époque où il y avait deux Allemagnes, et il a été initié à l'ouest et pas à l'est. Et en 85, à l'occasion des 40 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Richard von Weizsäcker a dit que ce que nous apprend finalement ce traumatisme du XXe siècle, des guerres, des totalitarismes et de la Shoah, c'est à mieux nous apprendre, mieux nous comprendre nous-mêmes, apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes en tant qu'être humain et de savoir de quoi l'homme est capable. Voilà. Et c'est ça la quintessence. Hein, je ne dis pas que ça se répète, évidemment, ça ne se répète pas tel quel. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut insister. Oui. Sur ces mécanismes, vous savez, les partis populistes, aujourd'hui, arrivent à capter des désirs et des instincts profondément enfouis dans la psyché humaine. Le désir d'appartenance, la peur de l'exclusion, la fascination pour la force, le désir de supériorité et l'attirance pour le mythe, pour le récit, pour le narratif. Et ça, c'est un fait, et qu'on le veuille ou non, en tant qu'intellectuel, chercheur, eh bien, ce qui lie les gens entre eux, ce sont les histoires. Et ça, depuis, je crois, l'aube de l'humanité. Le christianisme, qu'on soit croyant ou non, est une belle histoire qui a permis aussi l'émergence de ce qu'on appelle l'Occident chrétien dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc on ne peut pas du tout balayer d'une main cette histoire de narratif parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, beaucoup moins rationnels que nous aimerions l'être. Et donc nous avons besoin de liens sous la forme d'une histoire. Donc ça, c'est une chose. Après, évidemment, c'est extrêmement difficile d'essayer de contrer des narratifs qui sèment la diffusion, la division, la confusion, sans nous-mêmes avoir l'impression de nourrir un instrument de propagande, de reprendre finalement les armes d'adversaires, parce que bon, les populistes sont mes adversaires, voilà. Et donc d'où, je pense, l'histoire, c'est quelque chose qui permet la connaissance historique, qui peut permettre à chacun de construire son narratif. Voilà, cette connaissance-là, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Sur l'Europe, alors en revanche, je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, que l'Europe est une catastrophe. Et je pense que ah bah si. Non. Le reste est une catastrophe. J'ai dit que le reste... Vous savez, 70 ans de paix dans nos derniers siècles, là, c'est une belle réussite. Voilà. Faut pas non Mais il n'y a pas que ça. Il y a, et je dois le rappeler parce que oublier ça, c'est désapprendre la liberté. Et c'est ça le grand drame d'aujourd'hui, c'est que parmi les jeunes générations, malheureusement, ce désintérêt total pour le passé, notamment le passé du XXe siècle, c'est désapprendre la liberté, désapprendre le prix qu'a coûté les acquis d'aujourd'hui, la démocratie, la liberté, la paix. Et que une fois et que c'est très difficile à reconquérir. Et donc pourquoi je dis ça, je sais plus. J'ai perdu le fil. De toute façon, on est d'accord. Voilà. Non, mais et voilà. Et donc il est absolument essentiel aujourd'hui de faire prendre conscience des acquis aussi de l'Europe. C'est pas seulement 60 ans de paix. Jamais, je pense, au cours de l'histoire, l'être humain n'a été autant respecté dans ses droits et sa dignité qu'en Europe depuis 1945. Il faut quand même le rappeler. Merci Géraldine. Je donne la parole tout de suite à vous, M. Grimal, et après que Nicolas Bavret... Moi, j'en ai pour vraiment 30 secondes. Mais je vous en prie. C'est très important. Et l'histoire permet de savoir. Il ne faut jamais oublier, de même qu'il ne faut jamais renoncer à l'humain. Et ça, si vous n'avez pas la connaissance de l'histoire, vous avez du mal, car vous devez tout réinventer à chaque fois. Pardon, voilà. Et sinon, pardon, je finirai là-dessus, c'est aussi laisser une page blanche à ceux qui ont envie de réécrire l'histoire. Il ne faut pas obliger que la mémoire collective est une arme redoutable. Si elle tombe entre les mains de personnes qui l'utilisent à des fins idéologiques et politiques, et on le voit aujourd'hui tous les jours.
que ce soit Poutine qui justifie ses guerres d'agression par la réécriture de l'histoire, ou Donald Trump qui change les représentations collectives, parce que changer les représentations collectives, c'est aussi changer notre système de valeurs. Nicolas, vous voulez réagir? Rebondir. Oui, ou prolonger ce qui vient d'être dit. Ouais. Le problème de l'histoire, c'est que c'est deux choses très différentes. C'est une science, donc on a un représentant éminent ici, donc qui a ses règles, qui n'a pas la vérité, mais qui en approche avec un certain nombre de méthodes rigoureuses. Et puis ensuite, c'est un matériau pour la politique. Et c'est un peu comme la technologie pour la politique ou l'économie, c'est-à-dire comme c'est un matériau, on peut l'utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Et elle est à la fois un mécanisme de défense pour la liberté ou pour un certain nombre de valeurs, et puis elle peut avoir des usages catastrophiques. Donc, par exemple, ce qu'on a appelé la diplomatie mémorielle, quand l'histoire devient envahissante, on s'aperçoit que ça devient une catastrophe. La relation entre la France et l'Algérie, on a fait du mémoriel et on voit très bien que ça aboutit. On a une rente mémorielle du côté du régime algérien, et puis la diplomatie mémorielle côté française, ça ne donne strictement rien, sinon encourager une junte militaire et lui permettre de continuer à opprimer son peuple. Il y a aussi, ça vient d'être dit, quand on regarde Poutine aujourd'hui, regardez et considère que la plus grande catastrophe du XXe siècle, de l'histoire du XXe siècle, c'est la chute de l'Union soviétique. Surtout, il explique qu'en attaquant l'Ukraine, qui est un voisin qui en aucun cas ne l'aurait attaqué, il attaque un régime nazi. Or, on peut dire tout ce qu'on veut de M. Volodymyr Zelensky, j'ai un peu compacté. Mais de même, quand Poutine explique qu'il n'y a jamais eu de nation ukrainienne, il n'y a pas d'État ukrainien, il n'y a pas de culture ukrainienne, ça, on voit bien que c'est une relecture de l'histoire. Alors, quelle est la différence finalement entre les deux? À l'inverse, ça a été dit, regardez la constitution de la Ve République, qui pour l'instant, elle est bien secouée, mais c'est la République qui a duré le plus longtemps dans notre histoire. C'est le compact. Vous avez un morceau de monarchie, un morceau de bonapartisme et un bout de république mélangé. Pendant longtemps, ça a fonctionné plutôt assez bien. Donc c'était une manière de ramasser finalement l'histoire politique de la France depuis 1789 pour essayer d'en faire un objet qui n'existe nulle part ailleurs et qui marche. Et c'est pour ça que, c'est par là que je terminerai, l'histoire en tant que telle, c'est un matériau, donc on peut en faire le bien ou le mal. Ce qui compte, ce sont les valeurs. Et c'est pour ça que Husserl est un... Ce qui compte, c'est la raison critique, qu'on soit savant ou qu'on soit citoyen. Parce que c'est ce qui permet d'essayer de faire le départ entre le moment où on bascule côté totalitarisme ou autoritarisme, et j'utilise à fond l'histoire et des narratifs, ça, ils savent parfaitement faire, ou de ceux qui l'utilisent pour essayer de préserver la liberté, la paix et un semblant de civilisation. Merci Nicolas. Juste un mot, je voudrais passer la parole aux deux étudiants qui ont préparé pour vous, qui vous ont écouté pour vous poser à chacun une question. Juste un petit mot pour revenir, parce que c'est quand même, là on est dans des choses qui sont, disons, très actuelles et qui font naître beaucoup de souffrance, la question de l'Ukraine. Le discours que constitue Poutine, qui n'est pas un discours, qui est un vide. Bon, c'est évidemment, chacun de nous sait que l'Ukraine, autrefois, à l'époque des tsars, on envoyait les princes à Kiev pour qu'ils soient formés, et qu'ils soient formés et à la politique et à l'orthodoxie. C'était la maison mère. C'est de l'Ukraine qu'est partie l'évangélisation de la Russie. Bref, il y a toute une histoire que les gens de ma génération connaissent. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que les gens de la génération bien postérieure ne le savent pas. Et c'est sur le vide que se construisent les discours totalitaires. Et même si notre voix est faible, il faut qu'elle reste. Il faut que nous puissions affirmer que les choses se sont passées de telle et telle manière. Et comme vous le dites, et j'en suis très, très reconnaissant, de manière savante, c'est-à-dire indiscutable. Mais aujourd'hui, quand vous discutez avec un politique américain de préférence républicain, savante, il s'en fout complètement. Mais alors, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je déteste le mot de narratif. Parce que le mot narratif, c'est le relativisme. Et c'est ce qui permet d'aller de l'un à l'autre. Waouh.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça tous les deux? Je vous présente Adrien et Margot, venez, qui sont tous les deux étudiants en master à l'ISCPA. Un mot sur cette école que vous faites, et ce à quoi vous vous préparez. Je commence. Vas-y. Donc j'ai une question notamment. Ah non, mais je voulais juste un petit mot de contexte. Qu'est-ce que c'est que cette école? Parce que j'ai donné l'acronyme, mais juste un mot J'ai pas compris. sur votre école. On est une école de journalisme, tout simplement. Nous, on est en master. Et on a l'occasion, on a été invité par AEF. À venir interviewer nos invités. Exactement. Donc vous trois. Donc vous avez des questions après avoir bien écouté ce débat. Je vous en prie. À vous, Margot. Donc j'avais une question plutôt pour Madame Schwartz, même si je pense que chacun de vous sera apte à y répondre. Moi, je voulais savoir notre manière de transmettre l'histoire et d'exercer ce devoir de mémoire. Est-ce qu'elle doit être doit-elle évoluer avec les valeurs et l'éthique de notre société, de notre temps, ou au contraire, risquons-nous d'effacer des aspects essentiels de notre histoire? Je ne sais pas si vous voulez un exemple. Par exemple, en 2020, je me souviens que ça avait assez fait débat, notamment avec les mouvements Black Lives Matter, la question de faut-il déboulonner les statues, faut-il changer les noms des rues quand ils sont incarnés par des personnes type colonialistes ou je ne sais pas, par exemple Robespierre ou ce genre de personnes. Merci Margot, très bonne question. Alors Géraldine, c'est à vous que ça s'adresse. Oui, merci beaucoup pour cette question parce que ça me permet aussi de revenir un peu sur ce débat autour du narratif. Moi aussi, l'histoire savante, j'aime beaucoup, mais il se trouve que la mémoire collective, c'est une construction, qu'on le veuille ou non. Elle fonctionne un peu comme la mémoire individuelle, et donc nous arrangeons pour donner une interprétation au passé qui serve le présent. Et donc cette interprétation, elle change. L'histoire peut-être ne change pas, quoique l'histoire aussi change d'ailleurs en fonction des nouvelles sources qu'on va découvrir. Et donc pour servir, pour donner un sens à une société et consolider certaines valeurs. Dans la société allemande, par exemple, c'est une interprétation similaire du passé et des leçons qu'on peut tirer de ce passé qui ont permis de souder la société. En Espagne, où mon livre a été publié, il y a beaucoup de débats sur le travail de mémoire et on m'a souvent demandé mais pourquoi l'Espagne n'a pas fait le même travail que l'Allemagne? C'est beaucoup plus compliqué parce que la société était très divisée. Et donc, il y a deux mémoires collectives qui sont presque inconciliables, qui s'affrontent, et donc qui ne permettent pas d'avoir une espèce d'interprétation qui fasse consensus. Donc oui, la mémoire collective est une construction, une représentation du passé. Elle n'est pas une reproduction telle quelle du passé. Et c'est pourquoi elle est une arme aussi redoutable, parce qu'elle est malléable. Et Poutine, par exemple, il n'a pas attendu l'Ukraine pour réécrire l'histoire, c'est quelque chose que je suis depuis un certain temps. Il réhabilite aussi Staline, le stalinisme, il efface les crimes du nazisme, il a fait interdire l'ONG Mémorial, et il réhabilite aussi le tsarisme, dans l'idée de réconcilier la société. Voilà. Faire le petit mix que racontait Nicolas Bavré, et ce qu'on a fait nous entre bonapartisme, monarchisme et républicanisme. Oui, professeur. Si vous permettez juste un petit mot. La mémoire collective, comme l'a très bien dit Géraldine Schwartz, c'est vrai, elle est malléable. C'est ce qui fait d'ailleurs que les dictateurs trouvent généralement un champ d'appui immense. Jusqu'à ce pauvre Milei, qui, contre toute attente aux dernières élections, qui étaient des élections régionales et municipales, a obtenu un pourcentage inespéré. Parce qu'en fait, son discours a pris dans une société qui était quand même un petit peu, et même beaucoup en crise.
Non, il faut bien faire la différence entre la mémoire collective, qui est un vécu, qui est notre vécu à tous et que nous vivons, et l'histoire. L'histoire ne se réécrit pas. L'histoire, c'est du passé. Vous ne verrez jamais César venir à Paris demander pardon d'avoir envahi la Gaule. Ça, c'est pas possible. Et les gens qui transforment l'histoire en disant « mais celui-là, on va pas en parler parce qu'il n'était pas politiquement correct ». Pas politiquement correct aujourd'hui, mais dans son temps, ça n'a strictement rien à voir. Et là, je défends avec férocité l'objectivité de l'histoire. L'histoire est forcément... Alors, on peut se tromper, mais on a suffisamment d'outils qu'on peut croiser pour arriver à reconstituer une histoire qui n'est pas une histoire idéologique. Il faut faire très attention à cette histoire. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce mouvement de déboulonneurs qui souhaitent débaptiser les rues et descendre les statues? Et pas du tout. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils y peuvent? Ils sont généralement dans la morts pensée depuis... Et ça n'a aucun sens. Parce qu'attendez, dans une génération, on va penser le contraire. Alors on va remettre les boulons à ce moment-là? Non. Merci. La deuxième question. Je peux juste une petite réaction Oui. sur ce qui vient d'être dit. Ça dépend. Enfin, bon, moi, je suis quand même assez contente qu'après 1945, les statues de Hitler aient été déboulonnées. Parce que, bon, même si on peut à chaque fois rappeler, c'est quand même pourquoi lui donner une place publique. Voilà. Ça a été fait d'ailleurs après aussi 89. À Berlin, on a déboulonné peut-être trop de statues. Staline, bien sûr, mais tous les noms des rues ont été changés. Et donc, beaucoup d'Allemands de l'Est ont l'impression qu'on les privait de leur mémoire, de leur passé et de leur vécu. Comme tout, il faut décider au cas par cas. Merci Géraldine. Peut-être Adrien? Oui, bien sûr. Alors, c'est plus une question pour vous, Nicolas Grimal, mais nos deux autres intervenants peuvent parfaitement répondre s'ils en ont envie. Non, au détour de cette discussion, je me suis demandé comment est-ce que l'humanité va pouvoir répondre collectivement aux défis que l'avenir va nous proposer, sachant qu'elle porte des blessures tellement profondes infligées après des siècles et des siècles d'histoire. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, si j'étais capable de répondre à cette question, je ne serais pas ici. Je serais une sorte de dictateur perdu dans l'Empiré, capable de décider pour l'ensemble de l'humanité. Non. On a des clés. Oui, non, mais l'humanité, vous ne pouvez pas la téléguider, sauf si vous êtes un vrai dictateur. Poutine téléguide les gens qu'il a autour de lui. L'historien va vous dire, écoutez, vous avez toutes les cartes en main. C'est aussi à vous de voir et à vous, surtout, pensez-y, d'élever vos enfants. Car ce sont eux qui vont écrire l'histoire. C'est pour ça que généralement, vous ne trouverez pas un seul historien qui ne soit en même temps un pédagogue. Parce que si vous ne transmettez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, il faut que plus les peuples seront éduqués, plus ils sont éduqués, et moins ils sont vulnérables. Et ça, on le sait, c'est tellement évident, et c'est tellement pas mis en pratique. Moi, j'ai passé ma vie à travailler dans des pays hors d'Europe, et des pays qui sont souvent considérés, qui ont des masses, qui ont une relation, un pourcentage de lettrisme et d'illettrisme beaucoup plus fort que notre propre pays, encore que. Bon. Cela dit, c'était pas une raison pour ne pas transmettre l'héritage que moi j'étudiais de ces peuples-là, de leur transmettre et faire qu'ils se l'approprient. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aller faire des fouilles dans un pays, j'ai fait ça toute ma vie, mais en même temps, nous avons monté des filières de formation pour d'abord faire comprendre notre méthodologie, notre culture, et permettre à nos partenaires ou de l'assimiler, ou de la discuter, et de mettre en place leur propre culture dans leur propre patrimoine. Ce sont des opérations de très longue haleine. Ça prend plusieurs générations. Et aujourd'hui, c'est tellement vrai qu'aux affaires étrangères, dans les missions archéologiques, on en patronne 160 chaque année, à peu près. Ça fait partie du cahier des charges. C'est-à-dire que quand on dépose un projet de mission archéologique, il y a tout un volet de partage de connaissances, d'éducation, etc. Et c'est ça qui marche, en fait, car c'est ça qui reste. Donc ma réponse, c'est éduquer. Éduquer, travailler, lisez, et faites que rien ne s'oublie et rien ne se perde. Et il n'y a pas de recette, sinon. Et il n'y en aura jamais, à mon avis. Merci, Nicolas. Pour répondre, vous avez raison, le paradoxe de la période qu'on vit, c'est qu'on n'a jamais eu autant de défis planétaires. Le climat, les pandémies, le terrorisme, les risques industriels, les risques financiers, les risques technologiques. Et
on est en train de casser tout le système multilatéral qui permettait justement à des nations qui vont rester diverses de travailler ensemble. Alors, cela dit, si on revient à 1945, en 1945, on sort de 2 guerres mondiales en 30 ans. On a un monde qui est divisé en deux avec le monde soviétique. Et là, pour le coup, on a réussi à faire émerger à la fois un système international à laquelle l'Union soviétique participait néanmoins, ce qui fait qu'on a eu des guerres périphériques, mais pas de guerre centrale. Et puis, il y a eu la dissuasion nucléaire. Bref, on a construit un système de règles qui, alors qu'il y avait clairement une opposition frontale entre deux systèmes, a permis d'éviter une guerre ouverte et finalement a permis d'avoir un système plutôt pacifique et une grande période de développement, en tout cas pour le monde occidental. Donc aujourd'hui, il y a quand même des signaux qui sont intéressants de la résistance d'un certain nombre de choses. Le seul traité qui a été signé récemment, c'est le traité sur la haute mer, et qui est un traité de protection des océans. Donc ça veut dire que toute idée qui est des biens communs dans le monde n'a pas entièrement disparu. On voit que même avec la guerre d'Ukraine, par exemple, la Russie a beaucoup utilisé la menace nucléaire, et on voit très bien que, par exemple, elle est freinée par les Chinois, par un certain nombre de pays qui ne sont pas nos alliés, mais qui n'entendent pas qu'on laisse de la place à ce genre de choses. Donc, c'est là, et ça va me permettre de terminer aussi sur l'Europe et sur une note positive, c'est que, pour bien marquer que ce qui a été dit sur l'Europe, c'était certainement pas négatif. Mais ce qui est intéressant dans l'Europe, c'est que ce système de coopération, il survit quand même, et que l'Europe, d'une certaine manière, pourrait avoir de la place pour essayer de faire vivre un système multilatéral en dehors des États-Unis. Et aujourd'hui, il y a une occasion historique de le faire. Et pour bien marquer que le but, c'était pas du tout d'être négatif sur l'Europe, mais je ne crois pas du tout qu'elle puisse se fonder sur la destruction des nations qui la composent. Cela dit, l'Europe, aujourd'hui, elle a une chance historique. C'est-à-dire que maintenant que les États-Unis basculent dans l'illibéralisme, si on est capable d'avoir un capitalisme régulé, un état de droit, des systèmes de liberté individuelle qui sont préservés, il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent que ça va intéresser. Il y a un an, quand vous parliez encore de l'Europe aux investisseurs aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie, personne ne voulait en parler. Aujourd'hui, tout le monde regarde. Les États-Unis sont en sortie nette de capitaux depuis le 1er janvier, ce qui est très rare. Donc, les gens, et il y en a une partie qui vient en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette stabilité et ces garanties qui sont données. Maintenant, il faut changer le système parce que, comme je l'ai dit, le modèle de reconstruction des années 50, il est obsolète, celui-là. La paix, elle ne se fonde pas sur le commerce et le droit. La paix, elle se fonde sur une capacité de dissuasion des ennemis. Les ennemis, on ne veut pas en avoir, mais ce n'est pas parce qu'on veut ne pas en avoir qu'on n'en a pas. Donc aujourd'hui, il faut une capacité européenne de dissuasion de la Russie. Il y a tous les moyens de le faire, puisque le PIB européen, c'est 10 fois celui de la Russie. Mais il faut le faire. Voilà, et voilà pourquoi y compris aujourd'hui, il peut y avoir des pistes, mais à condition de changer profondément nos institutions, nos règles et nos mentalités. Merci beaucoup. Alors moi aussi j'ai un cahier des charges, je regarde ma patronne, mais je voudrais absolument qu'il y ait des questions dans la salle. Vraiment, je voudrais des questions dans la salle. Je veux garder 10 minutes. Est-ce que vous avez une dernière question ? Oui, je voulais alors juste poursuivre, mais vas-y Adrien, mais vraiment très court. Parce qu'on parle de l'Europe, et moi j'avais en tête le fait que justement aujourd'hui c'est pas non plus le modèle que tout le monde a en rêve, parce que certains, avec l'histoire qu'on a récemment, la mondialisation qui nous a ouvert à tous les autres pays du monde, ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est que le futur, on a l'impression que chacun se renferme sur soi-même, et on a une vraie tendance à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est amené à ça ? Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, 10 dernières, 20, 50, aujourd'hui, la tendance, elle est à plein d'endroits qu'on se referme sur nous-mêmes. Comment vous faites avec ça ? Je peux juste donner une petite note positive oui. aussi. Vous voyez, on essaie tous d'être positifs.
Non, mais je pense que c'est pas parce que, on entend souvent que l'autocratie, le modèle autocratique est en essor et la démocratie est en déclin. Mais moi, je pense que ce soit en Europe ou ailleurs, finalement, même les électeurs de Trump ou de partis extrémistes qui flirtent avec l'autocratie ne rêvent pas du tout d'être jetés en prison sans procès et de renoncer à leur liberté. Et je pense que on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de mouvements populaire à travers le monde, qui a une revendication des libertés, d'un modèle démocratique et de protection des droits fondamentaux. Donc c'est un modèle, je pense, qui reste finalement un modèle auquel aspirent vraiment beaucoup de personnes en Europe et ailleurs. Et comme vous disiez, l'Europe peut être ce modèle de protection des droits fondamentaux, à condition bien sûr qu'elle rattrape son retard technologique et économique. Mais vous savez, il y a ce qui est au cœur aussi de la stratégie notamment de la Russie, c'est la démoralisation de l'adversaire. Et c'est de faire croire, et malheureusement ça marche bien, et on l'entend, et je le lis même dans des journaux sérieux, et notamment ce négativisme à l'égard de l'Europe, alors que l'Europe accomplit plein de bonnes choses dont on ne parle pas dans les journaux. Et cette démoralisation, elle était déjà au cœur de la stratégie du KGB pendant la guerre froide. Et l'objectif, c'est de faire croire à l'adversaire que la Russie ou les autocraties de les surestimer, de faire croire qu'ils sont incontournables. C'est aussi la stratégie des partis populistes, incontournables. Et de sous-estimer la puissance de l'Europe, notamment. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience, qu'il ne faut pas se laisser piéger par la démoralisation. Il y a quand même en Europe aujourd'hui une majorité des citoyens qui votent pour des partis plutôt pro-européens. Une majorité, encore aujourd'hui. Merci Géraldine. Comme je crois que... Oui, bien sûr. Dire un mot comme la question m'était... Est-ce qu'on a un petit peu de temps en plus? Ah, ben voilà, je me détends. Je ne savais pas s'il fallait quitter la salle vite. Alors. Donc... La politique, c'est d'agir dans le monde réel, pas dans le monde qu'on rêve. Donc le monde réel, aujourd'hui, ce sont les empires, ce sont les blocs. Donc pour l'Europe, il y a 3 scénarios, 3 possibilités. Soit dans la suite de ce que Trump propose pour l'Ukraine, on accepte un nouveau Yalta, c'est-à-dire que la Russie et les États-Unis s'entendent sur un nouveau partage de l'Europe. C'est quasiment ce qui est en train de se faire, puisque vous avez vu qu'il y a aussi le fait que, grosso modo, la Pologne sort de l'OTAN, puisqu'il y a retrait des troupes américaines et des troupes... Donc ça veut dire que Poutine, à travers ça, recrée vraiment l'empire soviétique. Premier scénario. Deuxième scénario, c'est dans cette structure d'empire, on rejoint l'empire des États-Unis, donc on est complètement vassalisé. Là aussi, on en a eu un premier exemple avec le pseudo-accord commercial qu'a signé Ursula von der Leyen et qui est une véritable honte. Et la troisième chose, c'est que précisément parce qu'il y a des atouts, précisément parce qu'on est différent, précisément parce qu'il y a une civilisation européenne qui a une conception de la liberté qui n'est pas une liberté purement fondée sur l'individu, le marché et simplement la rencontre des intérêts, à ce moment-là, on s'organise pour faire vivre et ça veut dire qu'on transforme cette Europe en un vrai pôle de puissance. Et c'est ce projet qu'il faut... Le grand problème, c'est que le pays qui était porteur de cette vision de l'Europe, c'était la France, et que la France, aujourd'hui, c'est l'homme malade de l'Europe. Donc c'est vrai que ça n'aide pas. Mais en même temps, il y a l'idée de souveraineté qui était complètement en dehors de beaucoup de pays européens, elle revient. Si vous regardez l'Europe du Nord, c'est celle qui réarme le plus. Si vous regardez l'Allemagne, elle est quand même en train de changer beaucoup. Et donc, il y a quand même des signaux positifs dans cette Europe. Merci. Oui, un petit mot Merci. Dans ce plaidoyer pro-européen. Effectivement, l'Europe est le premier marché au monde. L'Europe a une puissance extraordinaire. L'Europe réunit à peu près toute l'histoire intellectuelle que l'on peut reconstituer, enfin l'essentiel de l'histoire intellectuelle de l'humanité. C'est une force extraordinaire. Problème, c'est qu'on est parti très vite et trop nombreux, avec une incapacité
à s'entendre. Il y a eu le noyau, il y a eu le moteur franco-allemand, il y a eu tout ce qu'on veut. Mais le fait même qu'aujourd'hui, vous puissiez dire la France est l'homme malade de l'Europe et donc on tombe en panne, ça prouve que ça ne marche pas. Bon. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, l'homme sait se fédérer quand il est persuadé qu'on va le tuer et que donc c'est le dernier recours. Alors, on ne peut pas non plus faire vivre dans ça. Mais aujourd'hui, on a, avec la Russie, qui n'a pas les moyens de sa politique, mais qui a les moyens de la terreur, on a un véritable danger. Et la vraie question est, est-ce que l'Europe a envie d'exister face à ce danger ? Alors, dans le monde de la recherche, Dieu merci, moi je vis dans un monde, c'est pas celui des bisounours, mais en tout cas, on se tire pas dessus, on se parle. Bon. Dans le monde de la recherche, on pense pratiquement essentiellement en termes européens. On ne pense pratiquement plus en termes nationaux. Par exemple, mes collègues et amis italiens, quand ils sont candidats à quelque chose ou autre, dans la rubrique nationalité, ils écrivent européen. Ce que ne font pas les Français, qui restent encore les coqs sur leur tas de fumier en train... Non, on est nous, nationalistes. Mais cet hyper-nationalisme, dans la recherche, regardez tous les grands financements de recherche actuellement, quelle que soit la discipline, sont européens. Donc, on avait des gros progrès. Maintenant, il y a encore une petite montée à faire, mais il faut y aller. Je crois qu'il faut vraiment continuer. Pardon. Merci beaucoup. Allez, j'ai envie de vous passer le micro. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a le micro, de quoi, mais je suis sûr que ça va arriver. Bonjour. Bonjour. Alors, si l'histoire, elle est objective, on peut avoir différentes réactions quand on l'apprend. Parfois, c'est la honte quand on est mis face à son histoire. Et parfois, et surtout, c'est la frustration qu'on ressent face à l'histoire. Et c'est, entre autres choses, la frustration qui conduit certains Allemands à avoir un sentiment anti-européen, anti-français au sortir du traité de Versailles en 19. Et aujourd'hui, avec les différentes guerres qu'on traverse, on peut avoir peur aussi que la frustration habite les peuples concernés et que, par exemple, à Gaza, que ce soit les enfants de Gaza ou les enfants de Tel Aviv, ressentent une frustration en grandissant et en connaissant leur histoire. Alors ma question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on utilise l'histoire pour déconstruire cette frustration et pour aller vers autre chose ? Je vous propose de garder votre question et en prendre peut-être une deuxième et essayer de faire synthèse. Merci Oui. de me donner un sursis. Bonjour. Allez-y. Prenez le micro, s'il vous plaît, parce qu'on est enregistré. Oui, bonjour. Alors moi, c'est une question beaucoup plus simple. On a parlé un petit peu de la cancel culture. Pour se rattacher à notre conférence, comment relier ce passé justement à notre futur, à notre histoire future, avec tout ce moment de cancel culture qui est, pour moi, énorme. Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup, monsieur Ao. C'est des questions très ouvertes. On en prend une troisième et après, comme ça, je vais veiller à ce qu'on réponde aux trois. Je vais essayer. Oui, merci beaucoup pour ce débat passionnant et j'étais particulièrement intéressée par le débat sur le narratif et la place du narratif. Et j'étais convaincue par la position de Géraldine Schwartz sur l'importance du récit. Mais du coup, pour bien comprendre les enjeux de débat, j'aurais une question pour Nicolas Babrez. Comment est-ce qu'on peut penser la politique et des projets d'avenir sans récit ? C'est vraiment pour que vous puissiez développer justement, pour qu'on comprenne ce débat sur le narratif. Oh là, alors on va commencer comment ? On va commencer sur ce point-là pour que vous régliez peut-être une petite incompréhension, Nicolas. Non mais c'est ce que j'ai dit et ça va rejoindre d'ailleurs la question un peu sur la mémoire ou la cancel culture. Ce qui me choque dans le narratif, c'est que c'est quelque chose c'est du relativisme intégral. Donc à partir du moment où vous faites du narratif, et c'est ce qui se passe sur la cancel culture, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le mouvement woke qui, pour moi, a perdu totalement de vue l'essentiel, c'est-à-dire l'universalité des droits humains, et qui a fait de la guerre culturelle. Quand les sociologues font de la guerre culturelle dans les universités, ils gagnent. Le seul problème, c'est qu'il y a en face des gens qui ont dit « très bien, on va faire de la contre-guerre culturelle ». Mais nous, on a la présidence des États-Unis, on a tout le monde de la technologie et on a le monde de la finance. Et on va les écraser. Et c'est ce qui se passe dans l'université, dans les médias. Et la guerre culturelle, quand elle est pratiquée par Trump et ses équipes, on s'aperçoit que c'est une... Et
Les deux ont le narratif. Si vous écoutez Gilly Vance et les autres, ils ont le contre-narratif, et d'ailleurs, vous voyez l'extrême violence. Et ça, pour moi, quand on est dans ce genre d'affrontement, la première victime, c'est la démocratie. Donc voilà pourquoi, évidemment, on ne fait pas de politique, y compris dans la démocratie, sans espérance. On ne fait pas de politique sans un projet. Mais ce projet, il peut être ancré, c'est ce qu'on a dit, il y a deux garde-fous. D'abord, l'histoire, évidemment, elle s'interprète, mais elle ne se réécrit pas. Et la deuxième chose, c'est que dans ce projet politique, si vous voulez, personne n'a la vérité en histoire, mais tout le monde peut savoir ce que c'est qu'un mensonge. Quand vous écoutez Poutine aujourd'hui, vous savez que c'est un mensonge. Et donc, pour moi, il faut du projet politique. Et ces projets politiques sont évidemment enracinés dans une histoire, puisque, comme je l'ai dit, vous ne réformez, vous ne modernisez une nation qu'à partir de son histoire. On ne modernise pas la France qui s'est construite autour de son État, comme on modernise l'Italie ou l'Allemagne ou les pays scandinaves qui ont des structures économiques, sociales, des mentalités, une culture du compromis qui n'a rien à voir avec ce qui peut exister chez nous. Donc voilà pourquoi le narratif, avec sa part de relativisme intégral et sa part de communication, pour moi, parce que si vous voulez, quand vous faites des narratifs, vous pouvez faire du mensonge contre du contre-mensonge. Et si vous faites ça, au bout du bout, qu'est-ce qui perd? C'est la démocratie. Et donc, voilà pourquoi je ne crois pas au narratif, mais évidemment, je crois à un projet politique. De Gaulle, et dans un projet politique, j'admets parfaitement qu'il y a toujours une part de reconstruction. Ce qu'on a rappelé sur De Gaulle en 1945, expliquer que la France est un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, en même temps, c'est la condition de la reconstruction, parce que ça permet de la réintégrer, en tout cas dans les puissances, et surtout de rassembler le pays autour de la reconstruction d'une puissance française, qui est la chose importante. Et donc, je ne méconnais pas qu'on peut parfois avoir des accommodements avec la vérité historique, mais moi, j'ai une grande méfiance pour cette raison, pour ce principe du narratif. Merci Nicolas. Je vous donne la parole à l'un et puis à l'autre en veillant à répondre aux questions qui nous ont été posées sur la cancel culture, parce que Nicolas a répondu sur le point d'interprétation que vous posiez sur les narratifs. Je veux bien qu'on réponde aussi sur le point qui a été posé par monsieur sur la frustration, c'est-à-dire il ramène l'histoire au quotidien, au vécu, c'est intéressant, on l'avait évoqué ensemble, et ne pas oublier les histoires de cancel culture et de déboulonnage, et finalement, voilà. Donc allez-y. Oui, un petit mot justement sur ces questions de narratif et d'outils par lesquels on peut s'approprier l'histoire. Le narratif, le discours, nous entendons bien, qui peut être un discours politique, un discours historique, une description de ce que vous voulez, à ses propres codes. Et on travaille beaucoup. Je dois malheureusement dire que le nazisme y est pour quelque chose. Il a permis de renforcer dans les études historiques la notion de propagande et d'analyse de la propagande. J'ai moi-même écrit plusieurs bouquins sur la question. On ne lit pas un texte politique comme un texte économique, comme un texte qui va décrire un accident de la route. Donc on le décode. Et on le décode réellement. C'est-à-dire que les intentions apparaissent. Et comment arrive-t-on à le savoir? D'abord par des études d'intertextualité, etc. Mais en même temps, on le situe dans son contexte que l'on approche par des méthodes forcément très objectives comme l'archéologie, par exemple. On sait qu'il y a des choses qui peuvent être vraies, d'autres qui ne sont pas vraies. On peut dire, j'ai occupé tel pays. À l'époque, l'archéologie vous montre que non, on ne l'a pas occupé. Donc vous avez, là je schématise, c'est un peu stupide, mais vous avez des outils qui permettent de restituer une histoire, alors qui ne sera jamais exactement telle qu'elle s'est déroulée totalement, bien sûr, puisqu'on n'y est plus, mais qui est crédible et qui est plausible. Ensuite, et j'en viens à la frustration, ensuite, il y a la réaction du consommateur. Alors, vous avez évoqué Gaza. Bon,
autant en parler. Hein. C'est une épine dans le pied de tout le monde actuellement. Il se trouve qu'à Gaza, il y a une seule équipe qui fouille, équipe archéologique, qui dépend de l'école biblique de Jérusalem, qui est sous notre autorité, pour ne pas dire sous la mienne. Bon, on a eu le chercheur, je tais son nom, je ne donne pas de nom parce que c'est quand même un petit peu chaud encore. Le chercheur a eu une très belle initiative, aidé par ses propres ouvriers gazaouis. Il y avait un magasin d'antiquités qui était sous les bombes. Donc il a sauvé les antiquités et il les a mises à l'abri. Mais les sites sur lesquels il travaillait sont évidemment laminés, car ce qui se passe actuellement à Gaza ne supprime pas que les hommes et les femmes. Ça supprime aussi l'histoire. Et c'est une éradication de l'histoire. Il faut savoir que Gaza, au début du 2e millénaire avant notre ère, était considérée comme terre égyptienne, à telle enseigne que le roi Thoutmôsis III est allé y célébrer son premier jubilé, ce qu'il ne pouvait faire qu'en terre égyptienne. Donc c'était un territoire égyptien. Alors rapporter ça à la situation actuelle, c'est de la dynamite. Évidemment, donc je ne le dis pas pour faire exploser la salle, mais pour vous donner une idée de la difficulté qu'il y a à être historien. Historien, moi je suis archéologue et historien, mais bon, historien dans ce genre de situation. Si moi, cela me met mal à l'aise, et cela a mis tellement mal à l'aise que, par exemple, un colloque qui était prévu au Collège de France a été supprimé par l'administrateur du Collège de France à la demande du ministre. En plus, ça vous donne tout de suite l'importance que prennent ces problématiques. Que penser de la population ? La population, du moins si elle survit, et il n'y en a pas beaucoup qui survivent, est niée dans sa chair, dans son histoire, dans sa définition même. Et le but poursuivi, en disant ça, j'espère que vous comprendrez que je ne prends pas parti d'un côté ou de l'autre, mais en disant ça, je confirme qu'il y a une volonté d'éradication, exactement au même sens que les totalitarismes, tous. Je ne veux pas toujours taper sur l'Allemagne, ma voisine va finir par me haïr. Surtout que je suis plutôt germanophile, donc ça va pas. Mais on voit bien que dans le principe, c'est ce que fait Poutine aussi. Hein. Dans le principe, vous dites, voilà, je vais couper l'arbre, comme on disait dans l'Antiquité, quand on attaquait une tribu ou autre, on coupe l'arbre et on arrache ses racines. Ça, c'est le plus grand crime contre l'humanité que l'on puisse faire. C'est nier l'existence même d'une population. La frustration, moi j'emploierais d'autres mots. Je ne le fais pas parce qu'on est entre gens bien élevés, mais c'est quelque chose qui est proprement insoutenable. Donc vous voyez, maintenant je ne peux pas aller plus loin parce que je suis quand même un petit peu coincé par une obligation de réserve. Donc je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup. Peut-être Géraldine pour répondre sur la question sur la cancel culture auquel on n'a pas vraiment répondu. Oui, enfin bon, je vais répondre de manière globale. Alors, il ne faut pas confondre narratif et propagande. Peut-être que c'est une question de définition, hein, le narratif aussi. Mais quoi qu'il en soit, il existe ce narratif. Le narratif de l'Union européenne, c'est se fédérer autour de la promesse du plus jamais ça. Bon, voilà, c'est le narratif qui est au fondement de l'Union européenne, le narratif de l'amitié franco-allemande. Enfin, on est entouré de narratifs. Donc, pour moi, c'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire, c'est de savoir les lire, les décrypter et essayer d'éviter les narratifs qui nous divisent et qui sèment la confusion. Pour la frustration, alors je suis pas sûre d'avoir... Juste un mot, je voulais répondre à monsieur. Mais quand même, parce que j'ai cru entendre la nécessité d'oubli, donc j'aimerais bien juste parler de ça. Winston Churchill, après la Seconde Guerre mondiale, a appelé à oublier. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas juste de se souvenir, et sur la base du souvenir, de la mémoire, se reconstruire, mais parfois il faut oublier. Il faut, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup a été oublié pour rendre la réconciliation possible à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc on a le droit aussi à une part d'oubli. Et le lien entre le passé et l'avenir, écoutez, j'ai lu cet intellectuel américain Leslie Fidler qui disait que les Américains ne sont pas les habitants de leur passé, ils sont les habitants de leur avenir. Le rêve américain, c'est que chacun, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses origines sociales, religieuses, politiques, ethniques,
peut contribuer à construire les États-Unis, alors que l'Europe est saturée de références au passé, et que parfois, là aussi, il faut savoir peut-être se libérer de quelques-unes de ces références. Et donc, le lien, c'est entre les deux. C'est peut-être de trouver quelque chose à mi-chemin entre les deux. Merci Géraldine. Je redonne la parole à Nicolas et je vais clore. Sur Churchill, je rappelle qu'il était lui-même historien. Et il disait qu'il croyait d'autant plus à l'histoire quand c'était lui-même qui l'écrivait. Et je rappelle qu'il a aussi dit que les peuples qui oubliaient leur passé se condamnaient à le revivre. Donc, je crois qu'il avait une vision, il était extrêmement attentif au passé. D'un mot sur les frustrations, les émotions. Elles sont naturelles et comme on a dit, ça a été l'image de l'arbre, les nations, elles ont des racines, chacun de nous a des racines et avec ces racines, des histoires qui fait que les émotions, les frustrations, voire la colère, c'est naturel. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas s'en tenir là parce que les émotions, la colère, les frustrations, quand on collective, c'est ça vraiment qui est l'arme des populistes. Et la grandeur de la démocratie, c'est qu'on demande à chaque citoyen, pas du tout de renoncer à ses émotions ou à son histoire, mais d'accepter de les transcender avec l'exercice de la raison. C'est pour ça qu'il a été parlé d'éducation, c'est très important parce que on ne naît pas citoyen d'une démocratie, on le devient par une éducation à la responsabilité et à la liberté. Et voilà pourquoi, moi, je déteste ce truc des ressentis, la température ressentie, les machins ressentis, etc. Et puis, évidemment, si chacun de nous en reste au ressenti, vous voyez, dans cette salle, il y a ceux qui vont avoir des affinités, ceux qui n'en auront pas, et il ne se passera rien de plus parce qu'il n'y aura pas de débat, etc. Et donc, l'important, ce n'est pas le ressenti. Il faut qu'il existe et il ne faut surtout pas vouloir le supprimer. Mais l'important, c'est d'arriver à le dominer avec l'exercice de la raison et le respect de la liberté d'autrui. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Je remercie beaucoup Margot et Adrien. Je vous souhaite dans votre vie professionnelle d'avoir des clients, comme on dit en médias, aussi géniaux que ceux que j'avais avec moi aujourd'hui. Je remercie le groupe AEF, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne après-midi.